On m'a demandé de présenter Yannick Van Doorn. On a profité cette année que les rencontres aient lieu dans le nord-est pour le faire intervenir parce qu'il est basé en Alsace. Yannick Van Doorn, moi je le connais donc depuis les années 2012 où je m'intéressais à ses travaux. Il publie beaucoup sur Internet, donc on peut trouver beaucoup de choses sur Internet. Et puis j'avais, comme dit, la chance de pouvoir le rencontrer à domicile. Et Laurent, là, c'était bien, il a fait une bonne transition. Il parlait de subtilité, de compréhension plus fine, plus détaillée des choses. Donc pour moi, dans mon expérience, dans mes pratiques, les travaux d'Yannick m'ont permis ça. J'en ai parlé ce matin lors de la visite. Yannick m'a permis de développer vraiment une autre approche et une autre compréhension de ce qui se passe dans un champ, de ce qui se passe dans une plante, des interactions entre un sol, une plante, des micro-organismes. C'est une approche différente. On prend un autre point de vue et on comprend les phénomènes d'une autre manière. Donc moi, je tiens déjà à remercier Yannick de sa présence, de ses travaux. Et j'espère qu'il va continuer longtemps à nous surprendre par tout ce qu'il nous apporte. Voilà, merci. À toi, Yannick. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup à toute l'organisation. C'est vraiment une journée assez remarquable, assez intéressante. Donc c'est la première fois que je participe aux Journées Sol Vivant. Je dois dire que je suis agréablement... je trouve ça très sympa. Et très intéressant surtout. Donc je me présente d'abord. Je suis Yannick Van Doorn, d'origine de Belgique, de formation ingénieur en agriculture et biotechnologie. Maintenant, vous pensez bien que tout ce que je vais raconter, on ne l'apprend pas durant sa formation. Mais c'est quand même intéressant quand même, les études. Donc de formation ingénieur, soi-disant. Et ouais, honnêtement, j'attache pas tellement d'importance à ça aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Et disons que durant mes études, j'étais assez choqué des pratiques agricoles, industrielles, comme on pourrait dire, où je trouvais que ça manquait de respect pour la vie et le vivant. Et on va dire que ça m'a choqué. Mais j'ai quand même voulu continuer mes études, mais tout en étant très éveillé ou très ouvert ou curieux aux alternatives. Et c'est en cherchant toutes sortes d'alternatives, comme nous tous, parce que sinon je pense qu'on ne serait pas présent ici, que j'ai découvert de fil en aiguille d'abord l'influence de la musique sur les plantes, que j'ai beaucoup étudié, et après ça m'a amené à découvrir l'électroculture. Donc l'électroculture, c'est quoi? Électro vient du mot électrum, et électrum, ça veut dire ambre. Donc c'est la résine des arbres qui est fossilisée, et quand on le frotte, ça fait comme l'électricité statique. Et donc on a utilisé ce mot pour les termes électricité, électroculture, etc. Et culture, ça veut dire honorer. Donc la racine du mot culture veut dire honorer. Donc c'est très intéressant. Et agriculture, là on trouve le préfixe agri, et ça veut dire agris, ça veut dire terre. Donc quand on parle d'agriculture, en réalité on parle de méthode pour honorer la terre. Et ça rejoint bien ce que le conférencier précédent disait à la fin. On est exactement là-dedans. Et donc l'électricité, c'est un mot qui a été inventé comme ça. Électroculture, on va dire que c'est utiliser l'électricité sous toutes ses formes dans l'agriculture, pour faire un terme un peu générique. Mais l'électricité, c'est quoi? C'est assez complexe, l'électricité. C'est des fréquences, c'est des ondes, c'est de l'ampérage, c'est du voltage. Le phénomène de l'électricité est un phénomène très complexe. On ne peut pas dire, voilà, j'ai fait de l'électroculture, ça a marché ou pas marché. Non, l'électroculture, c'est tout un ensemble de techniques différentes
C'est plein de techniques différentes qu'on peut appliquer ou pas, bien ou pas bien. Vous verrez. Donc je continue. Ah oui, vous voyez, le premier phénomène qu'on aurait découvert, c'est par l'étude des orages. Tout le monde a bien remarqué que, par exemple, quand on irrigue ses champs ou ses cultures en été, et qu'après il y a une pluie d'orage, par exemple, c'est quand même, ça donne un effet tout à fait différent, une pluie d'orage, que l'eau d'irrigation qu'on utilise habituellement. Même s'il y a très peu de pluie, même parfois même pas assez pour vraiment hydrater, si on regarde la chose de façon rationnelle, il y a parfois que quelques millimètres, c'est presque rien. Et pourtant, hop, les plantes deviennent beaucoup plus vertes et repoussent. Ça, c'est un phénomène qui est en partie aussi électrique, qui n'est pas juste à cause de l'eau. Parce que les orages, ça émet aussi des ondes, des fréquences qui sont très bénéfiques pour la croissance des plantes. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite icône, une petite image de fréquence. Et on peut penser que les premières origines de l'électroculture, ça a été peut-être par l'observation de ce phénomène. Et il fabriquait, il y a quelques centaines d'années, déjà des premiers paratonnerres pour dévier les éclairs et la foudre des églises et des bâtiments. Et alors on remarque souvent où il y a la mise à terre de ces paratonnerres, les plantes y poussent mieux. Et peut-être qu'ils ont observé ça comme ça, et après ils ont inventé des sortes de paratonnerres qu'ils installaient comme ça dans les champs, comme vous voyez. Donc des tiges avec des pointes comme ça, qu'ils installaient un peu partout dans les champs. Ils en mettaient, on pense, 20, 30, 40 à l'hectare, ce qui fait beaucoup. Dans ce temps-là, c'était peut-être pas trop un problème dans le sens que la main-d'œuvre coûtait pas cher, etc., qu'aujourd'hui, c'est pas très réaliste. Maintenant, j'ai retrouvé des vieux articles de presse où parfois des gens qui utilisaient ce genre de paratonnerre étaient poursuivis ou accusés de sorcellerie et de choses comme ça. Que maintenant, on peut expliquer ça de façon plus rationnelle, comment ça fonctionne, mais dans ce temps-là, c'était vu comme de la magie et c'était parfois aussi très mal vu. Mais ça fonctionnait assez bien. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, au lieu de mettre juste un paratonnerre dans le champ, ils ont aussi relié à la base avec des fils. Et après, ils remarquaient qu'ils pouvaient étendre l'effet du paratonnerre sur une plus grande surface et que donc les plantes en bénéficiaient encore plus. Et comme ça évolue au fil du temps. Mais il y a une centaine d'années encore, dans les années 1910-1915, l'électroculture se résumait en grande partie à des sortes de paratonnerres comme ça. Il faut savoir, l'électricité est partout. Toute la vie sur Terre a aussi évolué dans de l'électricité, dans des ondes, dans un bain. On est continuellement entouré d'un bain d'ondes. Par exemple, quand ils envoyaient le premier cosmonaute dans l'espace, les cosmonautes, déjà après quelques jours, leur santé se dégradait très vite. Et après, les Russes, ils ont découvert que quand ils mettaient des petits systèmes qui imitaient le champ magnétique terrestre avec leurs cosmonautes dans leur capsule, qui imitaient le champ magnétique et ses fréquences, les cosmonautes restaient en bonne santé beaucoup plus longtemps. Et maintenant, c'est même au point que quand on fait ce genre de système dans des serres, par exemple, toutes les plantes y poussent mieux. Pourquoi ? Parce que maintenant, sur Terre, on a tellement de pollution électromagnétique qu'on a difficile à capter les ondes naturelles qui nous entourent, dont on a besoin. Parce que les pollutions, les ondes des pollutions électromagnétiques sont généralement beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, et ça a tendance à brouiller un peu nos antennes, je dirais, ou les antennes, ou la perception, ou la réception des plantes et de nous. Par exemple, le Wi-Fi, c'est quelque chose qui peut être très négatif. Par exemple, sur les arbres, beaucoup d'arbres dans les villes meurent à cause des Wi-Fi, par exemple.
Parce que dans les villes, vous avez un générateur de Wi-Fi l'un à côté de l'autre, vous en avez tout plein, tout plein. C'est un vrai four à micro-ondes. Ben, les arbres, j'ai lu une étude en 2010 où il parle que 70% des arbres sont atteints d'effets négatifs sur leur santé à cause du Wi-Fi. Donc c'est un phénomène qui n'existait pas avant, qui existe maintenant. Donc on peut utiliser les ondes, l'électricité pour faire du mal, comme là avec le Wi-Fi, avec ses effets négatifs sur la vie, mais on peut aussi faire du bien et améliorer la croissance, la fertilité de la terre. Par exemple, là, vous voyez un schéma de la Terre. Ben, la Terre, c'est comme un gigantesque aimant. Vous avez un champ magnétique qu'on peut mesurer partout sur Terre et dans l'atmosphère, partout autour de la Terre. Et la vie est très influencée par ces champs magnétiques. Donc, ouais, mes sources d'inspiration, les sources d'inspiration de l'électroculture, parce que c'est pas moi qui ai inventé ça, mais moi je suis juste la personne qui remet ce sujet dans l'actualité. Et comme il n'y en a pas beaucoup comme moi, je m'en occupe, mais plus tard, dans le futur, il y en aura, espérons, beaucoup plus. Mais dans l'histoire, il y a eu par exemple Georges Lakhovsky, et lui, c'est un chercheur des années 30-40, et il a fait des petits circuits tout simples que vous voyez là sur les plantes en pot. Vous voyez une série de plantes en pot. Et il y a une plante au milieu qui a l'air d'aller bien, qui va beaucoup mieux. Cette expérience, c'est quoi? C'est qu'il a inoculé des géraniums, des plantes géranium avec un cancer des plantes. Et autour d'une plante, il a mis juste un circuit en cuivre. C'est juste une boucle de fil de cuivre qu'il a mis autour de cette plante d'une certaine façon. Et il dit que ça fait une sorte d'effet antenne qui va amplifier certains champs électromagnétiques bénéfiques pour la plante. Et après, on voit que la plante continue à pousser comme si de rien n'était. Il a refait beaucoup de fois ces expériences. Il a même développé après des appareils électroniques pour faire des soins qui ont été utilisés dans des hôpitaux, avec un certain succès aussi. Et ça montre comment on peut, parfois, avec des simples bouts de fil, avoir des grands résultats. Ça, c'est une technique qu'on appelle le circuit oscillant ou le circuit Lakhovsky. Ça peut se faire avec des simples bouts de fil de cuivre, toujours avec du cuivre, cette technique. Par exemple, on peut appliquer ça aux arbres fruitiers. C'est tout simple, ça fonctionne relativement bien. J'ai des témoignages, je reçois régulièrement des témoignages, comme par exemple une dame qui avait participé à un de mes stages et elle avait mis quelques antennes à quelques arbres fruitiers en hiver, et le printemps venu, après en été, elle me témoigne que les arbres où elle a mis le circuit, ils n'ont pas été atteints par des pucerons, et tous les autres, ils ont été atteints par des pucerons, par exemple. Ce qu'il y a, c'est que ça va renforcer, c'est pas que c'est un fil anti-puceron par exemple, il ne faut pas le voir comme ça, mais ça va renforcer l'énergie ou la vitalité ou le magnétisme, ou comment on peut l'appeler, mais l'énergie de la plante qui va faire qu'il sera plus résistant, et les ravageurs, ils vont attaquer les plantes plus faibles, ils ne vont pas attaquer les plantes qui sont en pleine santé. Tout à l'heure, on parlait de biodynamie. Quand on dynamise de l'eau, par exemple, en vortex, quand on crée un vortex, il y a aussi des phénomènes électriques qui sont mesurables. On prend un simple voltmètre, on met une électrode sur le côté, par exemple on prend un seau, on met une électrode sur le côté et une électrode au milieu, au centre du vortex, et on mesurera une différence, un potentiel, un voltage. Quand on fait un vortex dans l'eau, qu'on secoue l'eau, quelque part, ça va déjà faire un traitement magnétique ou un traitement électrique. Vous voyez? Donc ça peut déjà expliquer certaines observations qu'on a sur l'eau qui changent, certaines propriétés en biodynamie. Par exemple, la biodynamie, quand on ne connaît pas tout ça, on peut penser « Ah, c'est un peu ésotérique, on ne comprend pas ». Mais il y a quand même
quand on commence à comprendre ou à découvrir l'électroculture, ben on trouve un tas de petites choses qui confirment les pratiques de biodynamie. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer par des phénomènes électriques et magnétiques qu'on ne peut pas expliquer par des phénomènes matériels ou de chimie habituels comme on a dans l'agriculture. Et donc, ça confirme comme ça beaucoup de pratiques que, quand on ne connaît pas, ben on pense que c'est ésotérique ou on trouve ça bizarre, comment ça peut marcher, mais ça fonctionne. Hein, et on trouve des pistes, par exemple, dans l'électroculture, comment certaines choses peuvent fonctionner ou ça explique quand même une partie des choses. Ben, par exemple, là, vous voyez un vortex. Quand on fait un vortex, ça crée des champs électriques, ça crée des ions négatifs, positifs, mais ça crée une certaine dynamisation de l'eau. Hein. Et si on veut tendre à l'eau d'orage, qui est... on n'a pas encore à l'eau d'orage en faisant un simple vortex, mais on se rapproche, je dirais. Par exemple, ça, c'est des tours rondes qu'il y a en Irlande. Il y en a un peu partout en Irlande. Et avant de construire les églises, dans la chronologie du temps, ils construisaient des tours rondes comme ça. Et après, je dis souvent pour rire, une église, c'est une tour ronde comme ça, avec une salle des fêtes à côté. Ouais. C'est plus simple. C'est plus sympa de prier en dessous d'un toit qu'à la pluie, peut-être. Mais ce qui est intéressant à ces tours par rapport à l'électroculture, c'est que donc le découvreur du fonctionnement, c'est un qui s'appelle Phil Callahan, un Américain, qui était technicien radio et qui a beaucoup étudié les insectes, mais par rapport à leur communication avec les ondes, les champs électriques, le magnétisme, etc., les champs électromagnétiques. Parce que les insectes, ils communiquent aussi avec des ondes. Et il a beaucoup étudié ça, mais par rapport au tour, il avait remarqué, quand il était posté en Irlande, que les bergers, ils aimaient bien aller avec leurs moutons, leurs brebis, autour de ces tours, parce qu'ils disaient que l'herbe était de meilleure qualité, que ça nourrissait mieux leurs brebis. Alors lui, il s'est demandé pourquoi, comment ça peut être possible. Et alors, il a commencé à faire des mesures de radiofréquence sur ces tours-là, et il a remarqué que ces tours émettent des fréquences radio de très basse fréquence. Hein, c'est les mêmes genres de fréquences qui sont émis par les petits appareils qui sont maintenant mis avec les astronautes et cosmonautes pour maintenir leur santé. Et dans les années 50-60, il y a un autre chercheur qui s'appelle Schumann qui a découvert ça aussi et la science a appelé ces fréquences les fréquences Schumann de la Terre. Et c'est des fréquences qu'il y a partout sur Terre. C'est à chaque fois que la foudre, les éclairs tombent sur Terre, ça crée comme si on tapait sur un tambour, ça fait résonner toute la Terre, mais au niveau électromagnétique. Et on évolue continuellement dans ce bain de fréquences. Si on n'a pas ces fréquences, notre santé se dégrade. Hein, et les plantes aussi. Et maintenant, par exemple, un jour, je faisais une conférence comme ça, en Autriche ou en Allemagne, je ne me rappelle plus. Et un agriculteur était là, avec 2 chouraves. Et il avait fait une petite tour comme ça dans son champ. Et il disait que vous allez voir la photo juste après, hein, je vous laisse patienter un peu. Il disait que dans un rayon de 60 mètres autour de sa tour, tous les chouraves étaient bien 2-3 fois plus gros et plus loin de 60 mètres, ils étaient petits comme avant. Voilà. Vous voyez les chouraves ? Donc ça, c'est les chouraves petits et les gros. Il disait dans un rayon de 60 mètres autour, c'était quasiment tous aussi gros. Et il avait fait une tour avec de simples tuyaux en terre cuite. C'est important le matériau. Pourquoi en terre cuite ? C'est que quand l'argile est cuite, elle devient plus paramagnétique. Disons, elle a un effet antenne plus fort avec les champs magnétiques terrestres. Et après, ces tours, en Irlande, étaient fabriquées en roche volcanique. C'était souvent du granit,
des choses comme ça, mais d'origine volcanique. Et ces roches sont très paramagnétiques. Et c'est quoi le paramagnétisme? C'est un peu... il y a 3 notions. Il y a paramagnétisme, diamagnétisme et ferromagnétisme. Ferromagnétisme, c'est comme du fer. Quand on met ça dans un champ magnétique, à côté d'un aimant, il va s'orienter selon le champ magnétique, mais il va être aussi attiré et il va devenir lui-même magnétique. Par exemple, quand on touche un tournevis à un aimant, après le tournevis, il devient lui-même magnétique et on peut capter les petites vis comme ça, vous voyez. Ça s'appelle ferromagnétique. Paramagnétique, c'est pareil, sauf que le matériau ne devient pas lui-même magnétique, mais il est quand même sensible au champ magnétique. Donc, et diamagnétisme, ça c'est complètement l'inverse, c'est que c'est insensible au champ magnétique. Je parle d'un champ magnétique statique comme d'un aimant, pas un champ électromagnétique comme on a des ondes, des portables et dessous. Et il a remarqué que voilà, quand on fait des tours comme ça dans des roches très paramagnétiques, ça crée une sorte d'effet antenne qui amplifie ces ondes Schumann qu'il y a naturellement sur Terre. Ça les amplifie comme localement, on va dire, et toutes les plantes autour en bénéficient. Les plantes, mais la vie en général, en bénéficie. Et ça peut être utilisé en agriculture. Il y a de nombreux agriculteurs en Australie qui ont commencé à expérimenter ça depuis des années. Maintenant, ça commence ici en France et en Europe et au Canada aussi. C'est un peu grâce à mes conférences ici. Mais c'est une technique très simple. Vous voyez, c'est très simple. Ça ne coûte pas grand-chose et ça peut donner quand ça marche. Après, parfois, on n'a pas de résultat. On ne sait pas pourquoi. Il y a encore beaucoup de mystères aussi. Mais disons que si on suit la recette de ceux qui en ont fait, qui ont marché, comme en terre cuite comme ça, et remplie de basalte, ou d'une roche très volcanique, d'une roche très paramagnétique. Il faut savoir que toutes les roches volcaniques ne sont pas paramagnétiques. Mais en général, quand on a une roche paramagnétique, elle est d'origine volcanique. Oui. Mais en général, les basaltes, ils sont souvent assez bons. Donc on les remplit tout simplement, ces tours, et alors on a l'effet. L'avantage de ça aussi, c'est qu'une fois que c'est mis pour toujours. On n'a pas besoin, comme avec des engrais ou des produits, de racheter tous les ans. C'est des techniques. Les techniques que je promouvois, ou promu, mon français n'est pas au top toujours. Les techniques que je promouvois, c'est toujours dans l'optique d'apporter des solutions durables, mais pas du consommable. Vous voyez, des consommables, ça ne m'intéresse pas. Il y a assez de vendeurs d'engrais et tout ça, et c'est un peu le problème de notre société de consommation. On pourrait faire des aimants qui perdent leur magnétisme en un an et après vendre tous les ans des aimants. Mais ce n'est pas la logique, ce n'est pas pour ça qu'on est là aussi, pour faire un sol vivant durable. Par exemple, la roche volcanique paramagnétique peut être aussi utilisée pour améliorer la vie du sol. Ça l'améliore quasiment instantanément. Ce qui est intéressant dans cette logique-là, c'est que dans l'agriculture bio, l'agriculture en général, on a un peu le préjugé ou la croyance souvent qu'il faut toujours amener du compost ou de la matière organique tous les ans parce que sinon elle diminue. Je ne parle pas de couverture du sol, mais de la matière qu'il y a dans le sol. Mais en réalité, en réalité, c'est pas une bonne approche. C'est quelque part, c'est faux. Parce que ce qu'il faut, c'est générer un sol ou une énergie du lieu qui fait que la vie augmente tout le temps, même sans qu'on en apporte de l'extérieur. Vous voyez, sans qu'on apporte du compost. Un exemple là, parce que c'est quelque chose d'énergétique. C'est quelque chose d'énergétique. Imaginez là, par exemple, vous avez la terre. Vous voyez là à gauche, il y a 2 rangs d'haricots qui n'ont pas bien levé et à droite 2 rangs d'haricots qui ont très bien levé. Et pareil là au-dessus avec des carottes.
Ben, la seule différence là, c'est que j'ai rajouté de la roche très paramagnétique à un certain basalte à 1 kg au mètre carré. Hein, c'est beaucoup, hein, mais c'est un peu comme si on aurait mis des cailloux, mais des mini-cailloux. Parce que du basalte broyé en poudre, c'est comme si c'est un caillou, mais sauf que c'est tous des mini-cailloux. Hein, c'est de la poudre. Donc dans 5 ans, le basalte, il est encore là. Si on n'a pas érodé cette roche par la pluie, etc., le basalte, il est encore là. C'est pas comme un engrais qui est solubilisé, qui après se transforme. Non, un caillou, dans 5 ans, il est encore là. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il est encore là. Donc c'est une fertilité durable. Cet effet-là, vous l'avez, si vous détruisez pas votre sol, vous l'avez d'année après année. C'est pas comme un engrais qu'il faut apporter tous les ans ou un compost qu'il faut apporter tous les ans. Et donc la vie du sol augmente très rapidement. Elle est, on va dire, générée parce qu'il a les bonnes énergies, on va dire, hein, parce que ces roches, ça agit un peu comme une antenne, ça va capter les champs magnétiques terrestres et ça va amplifier toute la vie dans le sol. C'est un peu comme si, imaginez que vous avez les ondes radio. On est baigné dans les ondes radio. Il y a un radio en Alsace, Radio Dreieckland, il y a France Inter, il y a toutes sortes. Mais si on n'a pas la radio pour le capter, on ne le capte pas. Pourtant, on est baigné dans ces ondes-là. Ben, c'est pareil sur Terre. Vous avez le sol, vous avez les plantes et tout, mais s'ils n'ont pas les petites antennes pour capter certaines énergies et les transformer dans une énergie utilisable pour eux, ben, c'est un peu comme si l'énergie ne sert à rien. Alors, vous voyez, ben là, ces roches paramagnétiques sont très importantes pour augmenter la fertilité. Et on le voit dans la nature. Vous avez les pentes des volcans, ils sont très fertiles. Dès qu'il y a, même si vous avez, par exemple, j'étais à l'île de la Réunion un jour, j'avais visité une coulée de lave de 2 ou 3 ans auparavant et vous aviez déjà des petits arbres et des plantes qui poussaient dessus et pourtant c'était que de la roche. Il n'y avait pas de sol, pas d'engrais ou quoi que ce soit. C'était que de la roche et de l'humidité. Et les plantes y poussent. Hein. Mais la roche était très paramagnétique aussi. Hein. Donc ça c'est des solutions durables qui ne coûtent pas cher, assez faciles à faire. Hein. Par exemple, là, ça c'est Martin Kerel. Je parle de beaucoup de sujets. C'est pour vous montrer que l'électroculture est aussi est tout un domaine, hein, un très vaste domaine. Par exemple, ça c'est Martin Kerel. Et elle a fait une expérience sur une plante de menthe et de datura. Elle a fait un système avec une antenne comme ça, type paratonnerre, j'appelle ça, avec un grillage autour, sur un rayon de 1 mètre, 2 mètres environ. Et après, là, elle a planté ces plantes de menthe et datura. Donc, elle faisait des études de pharmacologie. C'était en 1984. Et elle a observé en matière sèche plus 20% chez la menthe et plus 30% chez la datura. Et en huile essentielle, plus 27% et plus 57%. Ce qui est intéressant à cette expérience, c'est qu'on a un peu le préjugé ou la croyance souvent que c'est normal qu'en bio, les plantes sont moins gros, moins grands qu'en conventionnel où c'est bourré d'engrais. Oui, on peut comprendre, mais ce n'est pas tout à fait normal. On pourrait avoir des plantes aussi très grandes et très riches en micronutriments et en matière sèche, mais tout à fait bio et sans engrais chimiques. Ça, c'est une preuve. Hein, je peux vous en montrer un tas de témoignages comme ça. C'est qu'en réalité, on ne sait pas comment faire, c'est tout. Naturellement, il ne faut pas le bourrer d'azote et après on a des plantes qui deviennent plus gros mais qui sont pleins d'eau et qui pourrissent plus vite en gros. Mais là, il y a tout le contraire qui se passe, c'est que la plante devient souvent beaucoup plus grande aussi, mais elle est aussi plus dense, elle a plus de matière sèche, elle a plus de matière active aussi, vous voyez. Donc c'est tout à fait possible d'avoir des belles récoltes
en suffisance. C'est pas qu'il faut absolument avoir des grandes plantes ou des grands légumes, c'est pas l'objectif non plus, mais c'est tout à fait possible d'avoir des grands légumes et qui sont aussi très riches et très denses et très nourrissants. Par exemple, ça c'est des recherches au CNRS. Dans les années 20-30, ça c'est une photo avec des poireaux, des recherches qu'ils ont fait d'électroculture. Ça vient d'un livre qui était sorti sur les inventions entre deux guerres. Ce qui est intéressant, le mot électroculture, il est tellement oublié, on va dire, qu'il a disparu des dictionnaires. Quand vous ouvrez un dictionnaire aujourd'hui, il n'y a même pas le mot électroculture. Que quand vous ouvrez une encyclopédie ou un dictionnaire de 1910, 1920, dans les encyclopédies, vous pouvez trouver une dizaine de pages que sur l'électroculture. J'ai même trouvé un livre qui était destiné aux colons français qui voulaient implanter des vergers dans les colonies, où il y a dans le chapitre, dans un des chapitres, il y a marqué voilà. Intéressez-vous à l'électroculture parce que c'est le futur, on va plus parler des engrais, tout c'est le passé. Donc c'était un livre de 1925 ou quelque chose comme ça. Mais il faut savoir qu'à partir des années 20-30, l'électroculture a été comme persécutée, dénigrée. Pourquoi ? Parce que ça dérangeait l'industrie chimique ou l'agrochimie pour la vente d'engrais. Justin Christofleau, par exemple, qui est un des industriels, c'est pas vraiment un industriel, un artisan qui était pionnier dans le développement de l'électroculture en France et dans le monde même. J'ai retrouvé des articles de presse où on voit qu'il est impliqué dans des procès où il est harcelé par Saint-Gobain, par exemple, en France, et par certains mouvements de l'État par rapport à ce qu'il fait, où ils essayaient de l'accuser de sorcellerie et des choses comme ça, parce qu'ils ne comprenaient pas ou ils ne voulaient pas comprendre ce qu'il faisait, parce que ça dérangeait fortement, je pense. Les problèmes qu'on a aujourd'hui dans l'agro-industrie, on va dire, ou dans la société, autour de l'agriculture et du bio et du conventionnel, on les retrouvait déjà il y a une centaine d'années. Ce pas des problèmes nouveaux. Par exemple, ça c'est une autre expérience assez intéressante. C'est à l'université de Gand, en 2012, une personne a fait une recherche où il a mis 1 volt sur une culture hors sol, avec 2 électrodes, et vous voyez le petit plant de tomate qui commence à pousser et de la laine de roche. Et il a vu que les racines ils poussent toujours vers le pôle négatif. S'il mettait le pôle négatif au-dessus, les racines remontaient. Et s'il mettait le pôle négatif en dessous, les racines descendaient. Et dans la nature, dans le sol, le pôle négatif c'est le sol et le pôle positif c'est l'atmosphère. Et au plus profond on va, au plus c'est négatif, normalement. Mais parfois, avec les pollutions et certaines pratiques agricoles mal adaptées, ça se renverse et alors les racines, ils ne poussent pas normalement, ils poussent vers la surface. Il y a un bel exemple sur Internet, on voit Claude Bourguignon qui explique un peu ça et qui montre des exemples comme ça sur des plans. Donc ça, c'est des problèmes aussi d'ordre électrique, parce que tout a sa dimension électrique. Tout produit chimique ou toute réaction chimique est aussi une réaction d'échange d'électrons, est aussi une réaction électrique. Par exemple, en Russie, on apprend la chimie par l'électricité. On n'apprend pas ça comme on a une vue relativement matérialiste en Europe de la chimie. On pense que c'est juste des réactions de molécules. Non, là-bas, on voit ça par l'électricité, par les ondes. C'est tout à fait différent, mais ça peut expliquer, disons que ça explique beaucoup plus de choses. Et ce qui est intéressant avec cette expérience à 1 volt, donc ils ont juste mis 1 volt, ça revenait à 70 € d'électricité à l'hectare. Donc vous voyez, sur une grande serre hors sol, c'était rien du tout en électricité. Ils arrivaient à diminuer la consommation d'engrais de 50%. Donc ce qui revenait à un gros budget.
juste avec 1 volt. Hein. Mais ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est que quand ils mettaient 100% d'engrais, comme d'habitude, et qu'ils mettaient le 1 volt, ils ne voyaient pas de différence. Mais quand ils mettaient 50% d'engrais et ils mettaient le 1 volt, là, ils avaient la même récolte ou la même croissance comme s'ils auraient mis 100% d'engrais. Vous voyez? Et ça, on voit souvent, avec le recul et ce que j'observe chez les différents expérimentateurs avec l'électroculture, je dirais, c'est que souvent, les gens qui mettent beaucoup d'engrais, on voit beaucoup moins de différence que ceux qui mettent rien du tout. Hein? Vous voyez, là, on voit des beaucoup plus grandes différences. Hein? Et alors, ils arrivent parfois à dépasser les récoltes de ceux qui mettent plein d'engrais. Hein? Donc, ça montre qu'on peut faire sans engrais et qu'on peut utiliser des techniques qui vont aussi stimuler la fertilité, mais d'autre façon. Hein? Je continue. Donc, ces antennes-là, comme les paratonnerres, ça fait penser aussi à un arbre. Vous avez les racines, la tige et les branches et les feuilles. En réalité, un arbre est aussi une antenne. En réalité, toutes les plantes sont des antennes. Hein, donc, si vous plantez les arbres judicieusement, ben, ça peut aider à la fertilité de tout un terrain. Hein, on retrouve ces approches en agroforesterie, mais ça va au-delà du pur aspect fertilité par rapport à la microbiologie, etc., et la gestion de l'eau et des températures. C'est aussi des phénomènes électriques en jeu qui aident à la fertilité. Par exemple, ça c'est un petit témoignage rigolo. C'est un monsieur qui avait fait des tuteurs de tomates en fer à béton avec des pointes au-dessus. Hein, et on peut avoir les fers à béton, des tailles standards, c'est 4 mètres par exemple. Il avait utilisé ça, il avait des plants de tomates qui allaient jusqu'au-dessus de ces fers à béton, hein, donc jusque presque 4 mètres. Et alors il écrit un SMS. Voilà, à cause de vous, regardez les difficultés de récolte. Hein, vous voyez, ils sont jamais contents. Ah, mais c'est pour vous dire, c'est tout à fait possible. Et vous voyez, ces plants de tomates, il n'y a aucune tache jaune dessus, il n'a aucune maladie. Hein. Hein, c'est tout à fait possible de ne pas avoir de maladie. Aussi, ça c'est aussi un problème. On a l'habitude qu'il y a toujours des maladies. Ben, on n'a pas tous cette habitude, hein, mais dans l'agriculture en général, les gens ils trouvent ça normal, mais c'est tout à fait anormal, c'est qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Le normal devrait être sans maladie. Hein. Et disons que ces techniques d'électroculture, c'est des techniques en plus qui permettent d'encore améliorer l'environnement et la pratique qui fait que les plantes sont encore plus résistantes, on va dire, hein, ou le milieu. Globalement et après il y a aussi beaucoup moins de maladies. Parfois ça peut les résoudre complètement, certaines maladies parfois c'est pas suffisant, mais on a toujours des améliorations. Hein. Ça c'est un livre de Christophe Lowe et on voit déjà, donc c'est dans les années 20 ça, il a noté là, vous voyez, ici là, suppression des nitrates et autres engrais chimiques. Donc vous voyez cette problématique, ça existait déjà dans les années 20. Hein. Donc lui ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des antennes là, comme ça, type paratonnerre, mais vous voyez c'est 6 mètres 25, donc c'est très haut. Hein. Si vous faites juste une antenne de 2 mètres, vous aurez beaucoup moins de résultats que si vous faites une antenne de 3, 4, 5 mètres. Hein. Pourquoi c'est ça? C'est que le sol, il est à 0 volts et l'ionosphère, il est à 100 000 à 300 000 volts. Et en réalité, nous, on vit, et les plantes, on vit continuellement dans ce champ électrique. Et au plus on met l'antenne plus haut, ben, en plus, il y a une différence de voltage entre la hauteur et le sol. Et au plus, on va amplifier ces phénomènes de dynamisation, d'augmentation de fertilité. Donc, par exemple, c'est 100 000 à 300 000 volts sur la couche atmosphérique, ça revient environ à ce que tous les mètres, il y a environ 100 volts de différence. Hein. Donc 2 mètres, c'est environ 200 volts. Hein. Mais c'est une tension, mais il y a très peu d'ampérage, donc on ne s'électrocute pas en se promenant sur Terre. Hein. Voilà.
Mais c'est quelque chose de très important pour la vie, parce que si on inverse ce voltage, les plantes ne poussent plus. Hein. Si maintenant c'était le moins au-dessus et le plus en bas, ben là ça crée des stress. C'est souvent, mais juste avant un orage par exemple, ben, il y a parfois des inversions comme ça. Alors alors les gens deviennent parfois un peu fous, les gens sensibles, ou c'est assez connu. Hein. Donc l'électricité est très importante à ce niveau-là. Par exemple, un oiseau, quand il vole, ça fait de l'électricité statique, il va se décharger en électrons, et quand il va se poser sur une branche, il va se recharger en électrons, et les électrons, ils sont pompés comme l'eau, on va dire, à travers les racines, ils traversent la plante, et le fait qu'un exemple, les oiseaux se posent sur les branches, ça stimule la croissance de la plante, hein, par un phénomène électrique. Vous voyez ? Donc les oiseaux, on pourrait penser « Ah, je vais tuer tous les oiseaux parce qu'ils mangent mes pommes », mais peut-être que s'il n'y a plus d'oiseaux, ben, il n'y a plus de pommes non plus. Hein. Voilà, c'est un peu une caricature que je donne, mais il y a un tas de phénomènes indirects ou qu'on ne voit pas directement, parce que qui sont au-delà des chaînes alimentaires ou des réactions chimiques ou des choses comme ça, mais qui sont d'ordre électrique, magnétique, et qui ont aussi une très grande importance. Oui, Justin Christoflo, après il a développé une antenne qu'on enterre complètement, qui est ça, là, c'est une photo. J'ai un original dans la camionnette que je peux montrer à ceux qui s'intéressent. C'est une grosse pièce en fonte avec une bande de zinc, une bande de cuivre, et je me suis aussi inspiré de ça pour faire après des antennes moi-même. Ça, c'est par exemple aussi une antenne que j'ai faite, c'est simplement un fil de fer galvanisé, vous voyez là, qui est relié à un aimant. Et quand on met des fils nord-sud, on peut l'enterrer, mais alors maximum 30 cm, je dirais, à l'idéal. Si on met trop profond, ça ne fonctionne pas. Mais on peut aussi le mettre juste en surface. Et vous voyez là au-dessus, par exemple, là j'ai 2 morceaux du jardin. Ah, c'est une expérience que j'ai fait exprès pour que ce soit visuel. Et vous voyez là des petits plants d'aubergines que j'ai achetés dans le commerce normal pour voir. Et là des plants de pommes de terre que j'ai plantés. Ça, c'est la zone où j'ai mis les antennes, et ça, c'est la zone où il n'y a pas. Ben, vous voyez qu'ils poussent nettement plus vite et mieux que là. Les pommes de terre, pareil. Hein. Après, en fin de saison, les pommes de terre, ils ont eu un petit peu de mildiou, mais les pommes de terre dans la zone traitée, ils ont eu le mildiou que 2-3 semaines après les autres. Hein. Ils étaient quand même plus résistants. Donc ça, c'est simplement un fil avec quelques aimants. Le fil est bien mis nord-sud, ça c'est important, dans 2 directions ça ne fonctionne pas. Ouais, voilà, donc c'est une technique très simple, hein, dans les jardins ou même dans les champs. J'ai aussi déjà installé ça dans des champs. Alors on utilise, j'ai créé une machine, mais on peut modifier par exemple une sous-soleuse ou une dent, hein, quelque chose avec une dent. On met un petit tube derrière et un dérouleur de fil de fer au-dessus. Et après, on peut comme ça passer dans le champ et installer un fil de fer comme ça. Ou on peut aussi juste le poser et après mettre le mulch par-dessus. Et ça fonctionne aussi très bien. Après, j'ai développé, un peu avant l'autre antenne, j'ai développé des antennes comme ça que j'ai mis autour des champs. Et c'est ça aussi que j'ai mis chez Jean Becker dans son champ. J'en ai déjà mis un peu partout en France. Généralement, on a des très bons résultats. Maintenant, il y a des cas où on n'a pas eu tellement de résultats non plus. Il y a encore beaucoup de mystères, mais c'est avec ça que j'ai eu les meilleurs résultats. Je vais vous montrer des photos là. Par exemple, ça c'est un champ de choux chez un maraîcher qui fait des choux à choucroute ici en Alsace. Donc ça, c'était ma toute première expérience. Ça, c'est le champ de choux au-dessus où j'ai mis les antennes. Ça a commencé à pousser beaucoup plus vite. C'était bien 3 semaines en avance sur les champs témoins. Et les autres champs, plantés environ à même date, ils poussaient beaucoup plus lentement. Après, en maladie, lui, il est déjà en biodynamie aussi. Il n'a pas tellement de maladies en général, ou dans ce temps-là en tout cas. Et
c'était pas trop un problème. Mais ce qu'il lui il avait, c'était que ses choux, ils montaient en graines la première année déjà, souvent. Et c'était un problème parce que les choux, il faut qu'ils grossissent, c'est normalement une bisannuelle qui monte en graines que la deuxième année. Et alors moi j'avais interprété ça au niveau énergétique qu'il n'y avait pas assez d'énergie tellurique ou d'énergie du sol. Et alors je me suis dit avec l'électroculture je pourrais peut-être améliorer ça. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'expérimenter l'électroculture chez lui avec les gros aimants là. Et ça a très bien marché. Après depuis j'ai fait ça ailleurs. Par exemple là c'est un maraîcher près de Angers. La rhubarbe que vous voyez la géante, les années d'avant, c'était une rhubarbe qui restait petite. Et il pensait que c'était peut-être la variété ou le sol. Et dès que j'ai mis les aimants, la même année, c'était devenu une rhubarbe assez immense. Les tournesols, pareil. Je vous montre quelques photos encore. Les pyramides aussi, très intéressant. Par exemple, là, au-dessus, vous voyez des grains de maïs témoins, et en dessous, des grains de maïs qui ont séjourné quelques heures au-dessus de la pyramide. C'est une pyramide qui est en Guatemala, c'est de là. Ben, vous voyez que les grains de maïs poussent beaucoup plus vite. Hein, il y a eu une meilleure germination et en plus, ils ont poussé plus vite. Ben, il faut savoir, les pyramides, c'est aussi l'effet antenne, un peu comme les paratonnerres, ça a aussi un effet antenne. Il faut aussi l'orienter nord-sud. C'est un peu comme si on capterait, je dirais que tous ces systèmes, c'est un peu comme des radios, mais pour capter radio-terre. Vous voyez, radio cosmotellurique, hein, pour capter ces ondes, ces fréquences, ces énergies qui sont véhiculées par l'électricité, hein, d'une certaine façon. Mais ce n'est pas que l'électricité, parce que si on ferait l'électricité artificielle, voilà, juste un voltage, un ampérage, on peut parfois aussi avoir des bons résultats, mais souvent, on a très peu de résultats. Et que là, on a beaucoup plus de résultats, mais l'électricité est parfois à peine mesurable, c'est très faible. C'est parfois, comme on a vu tout à l'heure, un volt, c'est pas beaucoup, hein, ou parfois c'est que des millivolts ou des milliampères. Hein. Mais c'est surtout l'information qu'il y a derrière qui est intéressante, je pense. Par exemple, ça c'est un agriculteur conventionnel, il a fait en grande échelle, il a dynamisé ses semences. Et là, vous voyez, donc ça c'est une pratique très simple, hein, pour tous les maraîchers. Rien que d'utiliser une petite pyramide en baguette, hein, vous pouvez avoir une toute petite pyramide et mettre vos semences dedans quelques jours ou quelques heures avant de les semer, et ça peut déjà faire une grande différence aussi au niveau de la croissance et des récoltes. Et là, vous voyez par exemple, ça c'est un agriculteur qui est près de Toulouse dans le sud, et vous voyez là la germination. Je pense que la photo c'était du colza, non? Ou je ne sais plus ce que c'était là. Ah, c'est écrit en dessus, au-dessus. Graines de soja et de colza. Ouais. Donc à gauche c'est du soja et à droite ça doit être du colza, je pense. Donc vous voyez qu'au-dessus ça a germé beaucoup mieux. C'est beaucoup plus vert, plus dense qu'en dessous. Là au-dessus vous voyez du ginkgo. C'est une plante qui pousse très très lentement. À gauche, c'est un ginkgo de 2 ans, témoin, et à droite, c'est un ginkgo de 6 mois, mais en dessous de la pyramide. Vous voyez la différence? Ça, c'est un champ de maïs en Bretagne où ils ont utilisé les pyramides. Ils n'ont rien fait de spécial dans le champ, sauf qu'ils ont mis les semences dans la pyramide. Hein. Les résultats ne sont pas toujours aussi impressionnants. Hein. Naturellement, je vous montre les photos les plus impressionnantes. Parce que l'effet d'une pyramide dépend aussi de l'activité électrique de l'atmosphère, de l'activité solaire, à de beaucoup de choses extérieures. Mais en général, on a quand même toujours des bons résultats. Voilà, je vous dis merci pour votre écoute et attention, et je suis encore là quelques minutes pour répondre à quelques questions. Et si vous voulez en savoir plus, j'organise des stages de 2 jours et parfois 1 jour aussi, en Alsace et parfois ailleurs. Vous trouvez tout ça sur mon site internet electroculturevandoorne.com. Je suis assez présent en Alsace, surtout, hein, mais vous pouvez aussi vous renseigner un peu chez Jean Becker, qui commence à bien connaître le sujet aussi, et Fabrice,
qui est déjà venu aussi à un de mes stages et qui expérimente aussi des choses chez lui. Donc on est de plus en plus à expérimenter et c'est ça qui est intéressant parce que c'est comme ça que ça peut évoluer et grandir. C'est en échangeant et en expérimentant. Voilà, merci beaucoup. Merci Yannick. Voilà, on a le temps de prendre 1, 2 ou 3 questions suivant la vitesse de le temps pris pour répondre. Voilà. Vous parliez tout à l'heure des antennes à mettre dans les champs et dans les serres. Qu'en est-il du comportement des ondes à l'intérieur d'une serre qui est déjà en fer, en galvanisé? J'ai déjà mis des antennes sur par exemple 1 hectare où il y avait plusieurs serres en tunnel et ça a fonctionné aussi dans les serres. Ils ont aussi des bons résultats dans les serres. Après, il y a plein de techniques différentes. Il y a des techniques qu'on peut appliquer dans une serre spécifiquement. On peut adapter des choses, mais ça peut s'appliquer dans les serres. Disons que moi, en général, je travaille dans les cultures en pleine terre. Les cultures hors sol, on peut aussi faire des choses, mais ça m'intéresse moins. Comme je suis tout seul et que je préfère me balader dans la vraie terre que dans les serres industrielles, je préfère me concentrer là-dessus. Mais là, c'est pas industriel, c'est pas du hors sol. Oui, mais ça fonctionne en pleine terre, oui. Parce qu'il y a certaines techniques hors sol, ça fonctionne pas du tout ou pas bien, et dans pleine terre, ça fonctionne très bien. Parce que parfois, il y a l'électricité qui doit être mise à la terre ou des choses comme ça. Il y a aussi des phénomènes qu'on ne comprend pas tout à fait. Et parfois, une technique qui fonctionne très bien en pleine terre ne fonctionne pas en hors-sol, par exemple. Merci. C'était une question sur la transmission possible sur les plantes suivantes. C'est-à-dire quand on voit, par exemple, l'énorme tournesol qui a été en électroculture, est-ce que les graines de ce tournesol... si on les sème et qu'on les met sans électroculture, est-ce qu'on peut espérer avoir aussi de grands tournesols ou est-ce qu'il faut savoir s'il y a une transmission la transmission de génération en génération. Moi, je pense qu'avec ces énergies qu'on stimule avec l'électroculture, même si on a parfois des graines de petits tournesols, ils peuvent devenir grands dans la même génération. C'est comme si ça stimule l'adaptativité de la plante beaucoup plus rapidement qu'en conditions habituelles. Je peux vous expliquer des anecdotes assez spéciales, mais parfois une plante peut s'adapter très très vite. Même au cours de sa propre existence, elle peut changer parfois complètement. Mais quand on travaille avec ces énergies, ça va vraiment stimuler l'adaptation des plantes à leur environnement, je dirais. Et donc, les graines, ce serait logique qu'ils soient meilleurs. Maintenant, j'ai pas encore... Il y a plusieurs légumes que dans mon propre jardin personnel, je récolte les graines et je ressème à chaque fois. Et ça va bien, ils vont très bien, comme la roquette, mais tournesol aussi. Maintenant, le tournesol, j'ai remarqué, ça dépend très fort de l'énergie et de son environnement. On peut avoir une graine d'un tournesol géant, s'il n'est pas bien, il ne deviendra jamais géant. Et on peut avoir une graine d'un tournesol petit, mais s'il est bien, il peut devenir très grand. C'est très sensible à l'environnement. Au-delà, je pense, du génétique, du côté génétique. Parfois, c'est que secondaire. Mais moi, je vois la génétique pas comme quelque chose de figé, mais comme des antennes. Vous voyez ? Quand les énergies sont là, ça va réveiller le potentiel génétique. Et c'est comme tout est en dormance, tout le potentiel est là, et on doit trouver les moyens de réveiller ce potentiel. Ouais.